Alors donc du coup je me présente, moi je m'appelle Aude et je suis en fait infirmière dans une clinique à Limoges. Et je suis infirmière d'éducation thérapeutique. Et moi, je travaille du coup dans les rhumatismes inflammatoires chroniques. Et si je suis là, c'est pour essayer de vous vanter un petit peu l'intérêt de l'éducation thérapeutique dans votre prise en charge, parce que, à mon sens, en tout cas, je pense que ça fait vraiment partie de la prise en charge et que ça peut vous apporter beaucoup. Alors du coup, l'éducation thérapeutique, qu'est-ce que c'est ? Ah non, je sais pas. Voilà. Alors selon l'HAS, l'Haute Autorité de Santé, ça vise à aider les patients à gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. C'est un processus continu qui fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Alors grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on veut que vous soyez acteur de votre maladie. C'est-à-dire que si vous ne participez pas, pour moi, la prise en charge, elle est un peu moindre. Le but, c'est que vous compreniez la maladie, les traitements, pourquoi on les met, pour mieux gérer au quotidien votre maladie, savoir quoi faire en cas de crise, pour que ce soit plus facile pour vous. C'est quelque chose qui va évoluer avec vous parce que vous allez évoluer, vous allez changer, la maladie va évoluer, changer dans le bon, dans le mauvais sens, on ne peut pas savoir à l'avance. Mais du coup, c'est pour ça que c'est quelque chose de permanent et que ça peut changer et qu'il n'y a pas qu'une seule consultation d'éducation thérapeutique, c'est vraiment nous qui allons aussi nous adapter à votre prise en charge. Non ? Alors du coup, là, je vais plutôt vous parler de chez nous, à la clinique, comment ça se passe. Alors, on a la chance d'avoir une équipe qui est vraiment multidisciplinaire et qui participe vraiment beaucoup à l'éducation thérapeutique, a été très porteuse de ces projets. Nous, on a commencé en 2011 à peu près l'éducation thérapeutique, on y a vu un réel intérêt et donc ça fait, on a quand même bien développé le sujet. Et donc, du coup, on a 2 médecins rhumatologues qui sont formés à l'éducation thérapeutique sur un cabinet de 8 rhumatologues. On a donc une coordonnatrice de programme, donc moi l'infirmière, une kinésithérapeute, 3 diététiciennes, une assistante sociale, une sophrologue qui est aussi sexologue, et on a 2 patients experts, dont Bernard qui est là aujourd'hui, qui intervient avec moi sur des séances. Donc c'est pour vous montrer un peu que c'est vraiment pluridisciplinaire et qu'il n'y a pas que le côté médical ou infirmier et qu'on essaye vraiment de rediriger la prise en charge vers un petit peu tout ce qui va vous toucher, parce que la spondylarthrite, c'est pas que la maladie, on sait que ça peut avoir un retentissement sur la vie sociale, sur la vie intime, sur plein de choses. Donc c'est vrai que du coup on essaye d'être un petit peu dans une prise en charge globale. Donc les différentes étapes de l'éducation thérapeutique. Donc on va commencer avec un diagnostic éducatif ou bilan éducatif, c'est la même chose. On va définir avec le patient un programme personnalisé et on va planifier et mettre en œuvre les séances. Et enfin, on va évaluer les compétences. Comment pour revenir en arrière ? Hop là. Donc le diagnostic éducatif, qu'est-ce que c'est ? Alors, j'aime pas trop ce terme, mais enfin, il fallait bien mettre un nom sur quelque chose. C'est pas moi qui ai élaboré ces termes-là. Donc ça va être plutôt un échange entre le patient et un praticien de l'ETP. Alors, c'est pas forcément un infirmier ou une infirmière, ça peut être, des fois il y a des diagnostics qui se font aussi en partenariat avec des patients experts. Enfin, c'est pas forcément le médecin ou l'infirmière, ça peut être d'autres paramédicaux. C'est un temps où on apprend à connaître le patient. On essaie d'apprendre à vous connaître, savoir comment vous vivez la maladie, comment vous l'avez vécue, quel impact elle a sur vous, sur votre quotidien, sur votre vie privée. On essaie vraiment de voir large. On essaie de voir comment vous le vivez. Dans ce diagnostic, quand on apprend à vous connaître, on essaie de savoir ce que vous avez, ce que vous savez, ce que vous faites et quels sont vos projets. Parce que le but c'est toujours un peu d'évoluer un petit peu par rapport à tout ça. On le fait en séance individuelle. Et du coup, dans quelle optique ? On va essayer d'élaborer un programme personnalisé. Donc pour ça, on essaye un peu de savoir vos besoins et vos attentes. Parce qu'en fait, du coup, il y a des patients qui me disent moi, la maladie, j'ai pas envie de savoir comment ça fonctionne, mais par contre, je veux bien savoir le traitement, comment je dois le prendre, voilà. En fait, si lui, il n'a pas envie, moi, je ne vais pas le forcer. Je ne suis pas là pour vous donner des informations dont vous n'avez pas envie. Peut-être que ça viendra plus tard. En fait, il faut savoir être patient, et, enfin pour nous en tout cas, et de se dire que ce n'est pas parce que nous, on pense que c'est le mieux pour vous que c'est ce qu'on va faire. C'est pour ça qu'on s'adapte un petit peu à vous. En tout cas, c'est le but de ces séances. Donc en individuel ou en collectif.
Et c'est évoluer et personnaliser, c'est ce que je vous disais, ce que vous avez besoin aujourd'hui, c'est pas ce que vous avez besoin dans plusieurs mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc ça évolue en fonction de vous, de la maladie, des traitements, de vos croyances aussi sur la maladie, sur les traitements. On essaye vraiment de s'adapter à vous en fait. Donc après on planifie, on met en œuvre. Donc la séance individuelle, alors pour nous en tout cas dans notre parcours de l'ETP, on essaye d'avoir au moins une séance individuelle avant de vous proposer du collectif, pour apprendre un petit peu à vous connaître. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont moins vous correspondre. Le fait d'être en groupe, ça va peut-être être pas tout de suite pour vous. Donc voilà, on fait au moins une séance individuelle avant de faire une séance collective. C'est vraiment un moment d'échange avec le patient. Une première séance où on fait un diagnostic, des fois ça peut être, on va dire minimum 30-45 minutes, et des fois ça peut prendre 1 heure, 1 heure et demie, enfin voilà, ça dépend. Donc c'est vraiment, c'est pas quelque chose qu'on fait à la va-vite en 5 minutes entre 2 couloirs, non vraiment, on se pose, on discute, et des fois c'est un petit peu rassurant pour vous. On sait que les consultations avec les rhumatologues des fois sont un petit peu rapides, on n'a pas le temps de tout dire, on sait pas trop. Là au moins on pose les choses. Et on sert aussi un petit peu de relais avec du coup les médecins, les rhumatologues. Des fois, il y a des informations que vous nous dites, que vous pensez qu'il n'a aucun intérêt, mais du coup, si, des fois, ça peut avoir un lien avec votre prise en charge, et du coup, on en parle au rhumatologue. Et des fois, il y a des situations comme ça qui peuvent se débloquer. Donc vraiment, c'est quelque chose où on prend le temps et on essaye un peu de pallier à ces consultations qui, des fois, peuvent être un petit peu écourtées. Alors, non... les séances collectives. Donc du coup, Bernard qui est là peut en témoigner. On propose plusieurs séances collectives. En fait, on a deux séances collectives. On a une première séance collective où ça va être plutôt quelque chose de médical et sur l'activité physique. On regroupe à peu près une dizaine de patients. Alors, il y a des spondylarthrites, mais du coup, vu qu'on fait les rhumatismes inflammatoires, on a aussi intégré des polyarthrites rhumatoïdes et des rhumatismes psoriasiques, parce que c'est des maladies qui sont un petit peu cousines. Donc du coup, on regroupe un petit peu tout ça, en tout cas dans la prise en charge. Donc c'est une première séance collective où on a notre kiné qui intervient sur les bienfaits de l'activité physique. Et on a 2 médecins rhumatologues qui sont aussi avec nous. C'est sous forme de jeu où on parle un petit peu de la maladie, des traitements. Ça dure à peu près 3 heures, c'est une demi-journée. Ouais. Et c'est un moment surtout d'échange entre les patients. Les patients, vous voyez que vous n'êtes pas tout seul, vous discutez entre vous, c'est un petit partage d'expérience, donc ça, en général, ça plaît beaucoup. Et on a une deuxième séance collective. Là, c'est plus ce qui va tourner autour de la maladie. On a une diététicienne qui intervient justement par rapport à l'alimentation. C'est quelque chose qui est souvent interroger l'alimentation dans les rhumatismes inflammatoires, parce qu'on entend beaucoup de choses, donc du coup les patients sont souvent perdus, ils essayent quelque chose mais ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Donc la diététicienne, pareil, c'est de la discussion autour de ça. Ensuite, on a une assistante sociale qui intervient pour tout ce qui est travail, démarches administratives, parce que souvent vous êtes perdus, et je comprends, chacun son travail. Après, c'est vrai que du coup, il y a plein de choses dont on ne sait pas, vous non plus, donc en fait l'assistante sociale, ça permet un peu de faire le relais par rapport à tout ça. Après, on a donc Bernard, on intervient sur la fatigue. On fait un petit point sur des trucs et astuces autour de la fatigue, parce que c'est quelque chose, on ne va pas se mentir, au niveau médical, en tout cas, je pense qu'on n'est pas très très bon sur la prise en charge de la fatigue. C'est quelque chose qui est compliqué, et on essaye de partager ensemble et essayer de trouver des trucs et astuces par rapport à ça. Et on a notre sophrologue, qui est aussi sexologue, qui fait une petite initiation à la sophrologie, pour voir qu'il y a peut-être d'autres choses qui peuvent vous servir dans la prise en charge de votre spondylarthrite, que la sophrologie, ça peut en faire partie pour tout ce qui est un petit peu gestion de la douleur. C'est pas ça va pas vous guérir, c'est pas possible, mais en tout cas, ça peut être une aide technique dans votre prise en charge. Et du coup, pour ceux qui le souhaitent, c'est pareil, c'est une dizaine de patients. Notre sophrologue, pour les patients qui désirent rester, on fait un petit aparté du coup sur le côté un petit peu sexo, en groupe, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais ça fonctionne bien, où on parle un petit peu des répercussions de la spondie sur l'intime, sur la vie sexuelle, clairement. Et après, il peut y avoir de l'individuel qui peut être proposé. Donc on fait ça, et ça plaît beaucoup, et pareil, c'est 3 heures et demie à peu près sur une demi-journée.
Donc, l'avantage de l'éducation thérapeutique, c'est que ça fait partie de la prise en charge de vos rhumatismes et que du coup, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Le seul problème, c'est que souvent, il n'y a pas possibilité d'avoir de bons transports parce que ça n'est pas pris en charge. Mais en tout cas, les consultations font partie du parcours de soins et c'est intégré à la prise en charge. Donc, vous n'avez pas à débourser pour ça. Okay. Côté positif. Donc voilà par rapport à nos séances. Alors après, du coup, ça c'est plutôt l'ARS, l'Agence régionale de santé, parce nos programmes sont autorisés par l'ARS, du coup on ne peut pas faire ça comme ça, pour remplir des cases. Et donc du coup, il faut qu'on évalue pour voir si vraiment il y a un impact, si l'éducation a un impact sur votre prise en charge dans la maladie. Donc souvent on le fait en fin d'atelier, à distance, à 3 mois, à 6 mois, pour voir si vraiment en fait sur le long terme, ça sert à quelque chose. C'est des questionnaires individuels. Du coup, grâce à l'éducation thérapeutique, on a pu mettre en place plein de projets. Alors nous, on est très axés sur l'activité physique aussi, donc ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, donc ça c'est très bien. En fait, on s'est rendu compte que l'activité physique, pendant longtemps, on avait dit aux patients, il ne faut pas bouger, il faut rester, faut rien faire. En fait, on s'est rendu compte que c'était tout le contraire. Donc nous, on est vraiment dans une dynamique où il faut bouger. Donc, grâce à l'aide des laboratoires, on a pu mettre en place plusieurs projets autour de ça. On a eu un premier projet qui avait été mis en place sur quelques mois où, alors nous, on est dans un milieu rural. Donc, c'est-à-dire que l'accès aux soins, c'est très compliqué, mais pour tout. Donc, du coup, on avait mis en place un programme de yoga. Les patients avaient 1 heure de yoga tous les 15 jours en visio, gratuitement. Et ça a duré 6 mois, je crois. Donc on orientait les patients du coup vers une plateforme où c'était une prof de yoga qui est spécialisée aussi dans les spondylarthrites qui donnait ses cours. On a eu un deuxième projet d'activité physique adaptée, donc avec une coach licenciée en activité physique adaptée, donc vous devez en entendre parler un petit peu, je pense, à Alvan en poupe, où du coup là, avec un laboratoire toujours, des patients. Il y a une vingtaine de patients qui ont pu avoir 1 heure d'activité physique par semaine pendant 6 mois gratuitement. Et vu que ça a été un projet qui a vraiment très très bien fonctionné, on a pu le renouveler 6 mois supplémentaires pour d'autres patients. Donc, et en plus, tous les patients qui ont commencé le programme, souvent c'est des patients qui ne savaient pas comment faire du sport. Et du coup, d'être entourés, encouragés 1 fois par semaine, en plus c'était des groupes de 4-5 personnes, ça les a vraiment aidés et la plupart ont continué l'activité sportive par la suite. Donc ça a un réel impact quand même. Et un autre projet qu'on a fait, donc ça c'est l'année dernière, non c'est cette année, pardon, en avril 2024 en fait, ce que les patients c'est pas ce qu'ils nous reprochaient, mais du coup, en général, quand on vous voit en consultation en individuel ou en collectif, souvent, c'est que ce qui vous plaît, c'est de pouvoir échanger entre vous, de voir que vous n'êtes pas tout seul, et c'est très, très, très bien. Et donc, du coup, on s'est dit, pourquoi pas créer une journée patient. Et donc, nous est venue l'idée de proposer une journée où les patients pourraient se retrouver autour d'ateliers et d'activités. Donc on a réussi à mettre ça en place. C'était sur un samedi parce qu'on sait qu'il y a des gens qui travaillent, que c'est difficile aussi de se libérer quand on travaille. Donc sur un samedi au mois d'avril, on a mis en place en fait une journée où les patients avaient la possibilité donc, de participer à un cours d'essai yoga, de participer à un cours d'activité physique adaptée, une discussion avec la diététicienne et une initiation à la sophrologie. Et ça a bien fonctionné. On a eu 60 patients sur la journée. En gros, et c'était gratuit, du coup c'était le but. Et en fait le lieu s'y prêtait aussi, c'est un lieu qui fait restaurant, il y a des profs de yoga, il y a des salles de réunion, c'est très très sympa, donc du coup on a pu faire ça. Et c'est un projet du coup qui a tellement bien fonctionné, nos patients, on a vraiment eu des bons retours, qu'on a décidé qu'on allait le continuer et peut-être faire une journée par an. Donc normalement en avril 2025, il devrait y avoir une autre journée. Alors, je crois que j'ai mis une petite photo. Ouais, voilà. Donc, du coup, donc ça, c'était la publication de la clinique. C'était la première journée patient, prends soin de ton RIC. Et du coup, et voilà, donc le repas était sur place. Enfin, on ne bougeait pas de la journée et les patients pouvaient voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire par rapport à ça. Donc, c'était un réel moment d'échange. Il y a même des groupes de patients qui se sont créés après par la suite pour faire un petit peu d'activité physique ensemble. Donc, voilà. Là, après, je vous ai mis, en fait, Je ne vais pas poser la question. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait de l'éducation thérapeutique en fait, du coup, dans la salle? Qui a déjà fait de l'éducation thérapeutique? Ok, c'est pas beaucoup quand même. C'est très peu même. C'est très très peu.
Ouais. Madame, elle dit moyen. On saura pourquoi moyen. C'est-à-dire... Ah, c'est tellement ancien que vous l'avez perdu. On vous laisse peut-être finir. Mais, oui. Alors en fait, je vous ai mis les sites internet où on peut retrouver les programmes d'éducation thérapeutique. Alors le premier, c'est sur la Nouvelle-Aquitaine, donc je ne sais pas si ça va vous intéresser. Et le deuxième, en fait, ça répertorie les sites, les centres où on dispense de l'éducation thérapeutique. Je sais que sur la région parisienne, il y a quand même pas mal de choses, il me semble, qui sont faites, avec aussi pas mal de choses en distanciel, en visio. Enfin, il me semble que c'est quand même bien développé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. On vous applaudit. C'est marrant parce que, en fait, pendant que je vous entendais parler, j'avais envie de poser la question que vous avez posée. Qui dans la salle a participé? Et on a eu à peine 5-6 voix tendues. Ça vous surprend? Alors, ça me surprend oui et non. Après, ça dépend aussi de l'offre qu'il y a aussi, peut-être aussi au niveau Vous êtes dans une région sous-dotée, pourtant. Sous-dotée, mais après, du coup, c'est aussi une volonté personnelle de nos rhumatologues de vouloir faire cette prise en charge-là. En fait, on s'est rendu compte, quand les patients étaient informés, alors j'aime pas trop le terme éducation, mais bon, on parle d'éducation, quand les patients sont informés, qu'ils connaissent la maladie, les traitements, et qu'ils savent gérer un petit peu leur crise à la maison, il y a moins d'hospitalisation en urgence, les consultations avec les rhumatos sont plus fluides, ça, c'est mieux, pour moi, c'est mieux pour tout le monde, c'est vraiment un plus dans la prise en charge. Alors, madame qui voulait prendre justement le micro, vous disiez, j'ai dit oui ou non parce que c'était tellement ancien. Oui, juste à ta droite, Corinne. Non, derrière. Quand vous avez commencé, ça vous a convaincu ou pas? Pourquoi vous avez abandonné? Oui, c'était intéressant. Mais je crois que ça n'est... Oh, pardon, c'est à chaque fois. Mais par contre, je crois que ça n'existe plus maintenant, là où j'ai eu la chance de participer. Souvent, c'est quand même des projets... Il y a des problèmes d'argent. C'est des projets qui sont soumis à financement, c'est des autorisations de l'ARS. Des fois, il y a des centres qui fonctionnent sans autorisation de l'ARS et sans financement, mais c'est plus compliqué. Oui, je crois que c'était parce qu'on allait me mettre sous anti-TNF et du coup, j'ai pu participer à une réunion c'est vrai que maintenant, avec d'autres patients. Dans nos centres, nous en tout cas, pour notre part, quand vous passez sous biothérapie, sous anti-TNF, on part du principe qu'on ne va pas vous lâcher dans la nature comme ça. C'est des traitements, comme beaucoup de traitements, il y a des effets secondaires. Et nous, on s'oblige. On essaye de vous voir au moins une fois avant la mise en place de ces traitements pour que vous ayez toutes les clés en main, en fait. Bien sûr. Mais, oui, madame, juste devant, je vous en prie. Non, là où je suis surprise, c'est que vous dites qu'en région parisienne, c'est très développé et qu'il y en a beaucoup. Non, pas du tout. Personne ne m'a jamais parlé d'éducation thérapeutique. La première fois, quand j'ai été diagnostiquée, on m'a dit on va essayer de faire une journée, de faire un atelier, machin. On m'a rappelé 3 jours avant, il fallait que je me libère. C'était impossible de me libérer 3 jours avant. Donc voilà, ça s'est jamais fait et j'ai jamais entendu nulle part que c'était proposé. Aucun médecin ne m'a proposé quoi que ce soit. On continue de recueillir peut-être ces témoignages. Dame derrière, oui, également, vous allez... Parce que on voit qu'il y a du je confirme, la région parisienne n'est pas si bien organisée. Moi, j'étais sur Cochin, c'était en 2009, on m'a mis sous biothérapie et j'ai pas entendu parler d'éducation thérapeutique. Heureusement, je connaissais moi par ailleurs, par Sorbonne Université où je travaille, où c'est la grande spécialité, l'éducation thérapeutique du patient. Mais bon, du coup... vous, par contre, j'ai réclamé... Ah ben attendez, j'ai écrit, demandé à faire un parcours et on ne m'a jamais répondu. Voilà. C'est pour ça que je vous ai référencé les centres, on ne sait jamais. non, mais c'est... Et effectivement, après, j'ai connu la personne qui s'en occupait par un autre biais. Et elle a dit, oui, mais les conditions, c'est trop compliqué, trop difficile, on n'y arrive pas, etc. C'est sûr que c'est chronophage. L'organisation, c'est quelque chose qui prend du temps. Et faut que les gens soient motivés pour le faire, parce que sinon, ça... Vous voulez dire les professionnels? Quand vous dites les gens, il s'agit des professionnels, bien sûr, médicaux. Encore un témoignage, oui, je pense que vous allez faire une synthèse après. Je crois que le micro était à droite et il y a monsieur qui le veut aussi. Oui, je vais passer le micro à monsieur. Je vais juste compléter, faire venir en appui de ce qui a été dit jusque-là. L'éducation thérapeutique, c'est quand même quelque chose qui est assez bordé et assez réglementé. Il faut, déjà, dans l'équipe thérapeutique, il faut obligatoirement qu'il y ait un médecin. Oui,
Un déjà. médecin et un coordinateur de programme formé à l'ETP, du coup. Donc déjà, c'est chronophage en termes de formation, parce qu'il faut faire une formation derrière. Oui, ouais. Mais Puis bon, il faut quand même qu'il y ait un établissement qui se mobilise pour mettre ça en place. Oui, je croyais que ça avait été plus ou moins... Alors moi, je tombe des nues, je croyais que c'était quasiment imposé maintenant et que c'était quasi systématique. Enfin, je pensais que... Enfin, ça fait partie du traitement selon les normes de la Haute Autorité de Santé. Ouais. Encore faut-il qu'il y ait des établissements qui se mobilisent pour mettre ça en place. Par exemple, les hôpitaux, au moins les hôpitaux, des gros hôpitaux comme ça, étaient... Alors, monsieur veut parler. Pas partout. Monsieur, peut-être encore un témoignage... Oui, pour un témoignage plus positif, visiblement, que d'autres patients. Vous me sauvez, merci. En tout cas, moi, j'avais été contacté par l'hôpital Lariboisière pour participer à un programme ETP qui a été mis en place, donc je pense que c'était il y a bien 5-6 ans. Et assez récemment, j'ai été à nouveau contacté par eux pour un suivi, qui était donc une nouvelle journée qui, en quelque sorte, nous permettait de nous retrouver et de proposer des activités complémentaires et puis faire un peu le point et puis peut-être redynamiser des pratiques qui avaient été perdues chez certains. Et par ailleurs, il y a une télévision qui existe au sein de cet hôpital qui se permet justement autour de certains sujets, peut-être pour échapper à des questions financières qui contraignent beaucoup la possibilité de rallier les patients dans l'hôpital lui-même, mais plutôt justement de communiquer avec eux à distance par ce système, d'arriver à convoquer des spécialistes, lancer des sujets et en faire débat entre les patients. Ces émissions sont enregistrées, ensuite elles sont accessibles sur le net, donc elles permettent à ceux qui ne peuvent pas y assister de les consulter après ou en fonction des sujets, de pouvoir les... Voilà, donc c'est un certain développement. Je comprends effectivement la difficulté qu'il y a à monter ces programmes à l'origine et la difficulté de les renouveler. Oui. Mais donc peut-être qu'il faut effectivement trouver des palliatifs, des moyens différents. Après, je pense qu'il y a beaucoup de centres aussi qui font de l'ETP sans vraiment avoir les accords de l'ARS. Alors c'est plus rare, mais ça arrive parce il y a un intérêt pour le patient qui est certain. Donc il y a des centres qui n'ont pas forcément autorisation, qui vont avoir l'autorisation et qui font quand même de l'éducation thérapeutique. Après, les infirmières ont fait déjà un petit peu d'éducation sans forcément qu'il y ait de programme. Enfin, en général, on essaye, ça fait quand même partie de notre formation. D'essayer de vous rendre un peu plus acteur de la maladie. En général, les infirmières le font déjà. Oui, mais là, vous avez décrit quelque chose d'extrêmement structuré. Si on vous proposait ce qui a été proposé initialement, est-ce que, qui lève le doigt, qui on ne venait pas tous à Limoges, ce type de programme, si vous était proposé? Il y en a qui ne lèvent pas le doigt quand même, je remarque. Alors après, il y en a pour qui le groupe, c'est pas facile aussi, donc ça, on l'entend complètement. C'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup de séances individuelles, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se retrouver à discuter à plusieurs. Là, je peux témoigner qu'effectivement, je comprends très bien que selon, disons, la relation qu'on a avec la société, là, il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu et qui peuvent rendre très difficile la communication, parce que beaucoup des personnes que j'ai pu rencontrer sont isolées dans leur maladie, et c'est un peu le moyen qu'on a, je pense, pour le personnel soignant, de les sortir de cette difficulté et de les amener à communiquer et puis à verbaliser et aussi à entreprendre peut-être des pratiques qu'ils ne s'imaginent pas pouvoir avoir eux-mêmes, mais en voyant d'autres le faire et en étant encouragés en quelque chose par le système collectif. Mais moi, je vois l'importance de comprendre que le statut social, plein de choses sont des freins à la possibilité de comprendre cette maladie qui est assez énigmatique quand même quand on l'a. Moi, ça fait presque... On n'a pas des réponses à toutes les questions, ça c'est sûr. Je peux vous dire que j'ai beaucoup appris et beaucoup compris, mais au fur et à mesure, et que je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui en soient victimes et qui en restent là. Qu'est-ce que vous parliez de statut social, c'est-à-dire Oui, mais vous voyez, moi je m'exprime parce que je suis enseignant, donc j'ai des étudiants dans des amphithéâtres toutes les semaines. C'est assez facile. C'est assez facile de s'adresser à une personne, à différentes personnes, par exemple. Mais je vois bien que ce n'est pas du tout le cas de personnes qui ne vivent pas en ville, qui sont isolées dans leur famille, qui ont du mal à en parler à leur propre famille ou à leur conjoint, qui c'est mal reçu. C'est des maladies compliquées, qu'on comprend mal, donc on s'explique mal,
qu'on ne peut pas expliquer aux autres. Donc ça rend difficile ce type de communication. Et c'est vrai que ce type de proposition s'adapte un petit peu à chaque personne, donc elle tient compte de tous ces paramètres. C'est pour ça qu'on fait l'individuel avant. Il faut réussir à les convaincre de rejoindre les groupes, par exemple. Mais je pense que c'est une mission extrêmement utile que vous menez. Hein. Je vous le reconnais. On va tous mais je suis aller déjà vivre à convaincue. Limoges. Non, mais après, oui, on a vraiment de très bons retours de nos patients. Donc, et c'est vrai que du coup, alors, en plus, c'est rare, on est une clinique privée, donc c'est vraiment rare d'avoir ce genre de programme. Ce que j'ai envie de dire, c'est pas très lucratif aujourd'hui. Hein. Ça l'est pas du tout. Mais non, on a vraiment une équipe qui est moteur et qui s'investit beaucoup aussi dans ces projets. On nous laisse faire quand même beaucoup de projets aussi, tous ces projets qui sont liés avec l'activité physique. C'est des choses que j'aurais pas pu imaginer faire il y a quelques années, du coup. Donc non, c'est vraiment hyper intéressant. Vous avez d'ailleurs évoqué d'emblée les bénéfices. Ils ont été largement évalués à travers des études scientifiques. Oui. Qu'est-ce qu'on a observé quand les séances d'éducation thérapeutique sont bien suivies? Une diminution de passage aux urgences pour des gestions de crise, du coup. Ça a été évalué. Le fait que les gens passent aux urgences ou aux hospitalisations ou aux consultations, moins de consultations en urgence, ça a été évalué. Oui, on voit l'intérêt de l'éducation thérapeutique en ce sens-là. Plus d'observance. Plus d'observance des médicaments. Parce que souvent, quand vous êtes en consultation avec votre rhumatologue vous dit, vous avez pris votre médicament, oui, ça va, oui. Et quand on creuse, des fois, non. Alors, pourquoi vous ne l'avez pas pris? C'est ce qu'on essaye, nous, de voir, en fait, en consultation individuelle. C'est déjà, qu'est-ce qui vous fait peur dans la prise des médicaments? Pourquoi vous ne les prenez pas? Et on en tient compte, en fait. On prend en compte tout ça. Et on essaye de faire avec ce que vous êtes et ce que vous voulez faire. On s'adapte. Vous pouvez même reprendre la main sur les prescriptions ou non? Non. Par contre, non. Même s'il y a des rhumatologues avec vous, ils ne reprennent pas la main. C'est vraiment indépendant. Non. Moi, je suis vraiment, je suis pas médecin. Je suis vraiment là. Et puis, je suis même pas trop. Enfin, si, je suis un peu infirmière, mais. Vous voulez dire que vous n'avez pas un vrai diplôme? Quand je fais mes consultations, en fait, il n'y a pas de jugement, en fait. Du coup, je ne me dis pas, vous ne prenez pas votre traitement, c'est pas bien. Je ne suis pas dans ce jugement-là. Je suis vraiment plus dans l'accompagnement et je n'ai pas de jugement sur votre traitement, pourquoi vous le prenez, pourquoi vous ne le prenez pas. Je m'en fiche, en fait. Je veux juste savoir ce qu'il en est. Oui, pardon, madame. Oui, moi je suis en région parisienne et donc ça ne m'a jamais été proposé. J'ai regardé avec tprhumatologie.org. J'imagine qu'il faut être suivi dans l'hôpital qui propose ça pour y avoir accès. Alors, oui et non. Par exemple, nous, à la clinique, donc notre programme d'éducation thérapeutique, il est ouvert à tout patient qui sont de spondylarthrite, de polyarthrite et de rhumatisme psoriasique. C'est-à-dire qu'un rhumatologue d'une autre structure pourrait m'envoyer ses patients. Ça nous est arrivé de le faire, très peu, mais ça nous est arrivé parce qu'après, je n'ai pas forcément de lien direct avec le rhumatologue concerné. Et moi, l'avantage que j'ai, c'est que je suis en contact quasiment permanent avec les rhumatologues et que s'il y a un souci, c'est un peu pas du service après-vente, j'aime pas ce terme, mais du coup, s'il y a quelque chose, je suis en communication avec le rhumatologue et on peut ajuster. Mais normalement, les programmes de TP, c'est pas parce qu'ils sont à un endroit que vous ne pouvez pas y aller. En règle générale, c'est comme ça. Après, c'est à voir. Mais un patient ne peut pas vous appeler spontanément. Il lui faut une prescription? Non, ce n'est pas une prescription, en fait. Il faut qu'il vous l'adresse. Il ne peut pas lui-même venir taper à votre porte. Il peut aller voir sur le site internet de la clinique, par exemple, et dire, voilà, j'ai vu que vous faisiez l'éducation thérapeutique, je suis par tel rhumato, est-ce que je peux venir? Oui. C'est pas le rhumatologue n'a pas de raison de ne pas être d'accord de toute façon, mais souvent c'est les rhumatos qui me les envoient, qui me les adressent, mais sinon ça peut être sur le volontariat du patient lui-même, du coup. Oui, je vous en prie. Excusez-moi, oui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'éducation thérapeutique du patient, c'est une proposition qui est faite dans le cadre d'une prise en charge, oui. Mais ce n'est pas dans le parcours de soins. En aucun cas, ce n'est obligatoire. Non. Voyez, c'est sur la base du volontariat, je ne vais pas forcer les gens à faire de l'ETP. Non, mais l'offre n'est pas obligatoire non plus. C'est-à-dire l'offre, normalement, devrait faire partie de la prise en charge, comme vous disiez, puisque c'est une différence entre le parcours de soins et la prise en charge.
et ce qui est proposé dans le cadre de la prise en charge. Alors, il y a des établissements qui n'arrivent pas à le proposer. C'est pour ça que je citais l'exemple même de Dougados, enfin de Cochin, qui proposaient ça et qui m'ont jamais répondu parce qu'ils n'avaient pas assez de place ou ils avaient trop de patients. Enfin, bon, j'en sais rien. Ou alors il n'y a pas assez de personnel formé, ou enfin, voilà. Tout est tellement compliqué que oui, des fois... Tout est question de moyens dans la fonction publique, on va être clair. Voilà. Mais ce que je trouve très très intéressant dans tout ce que vous dites, c'est magnifique tout ce que vous avez expliqué, j'ai vraiment bravo. La seule chose, c'est que vous dites, je ne suis pas d'accord avec le terme éducation. On est d'accord parce qu'il y a des gens... Je finis. Parce que éducation, ça fait penser à éducation nationale. Sauf que c'est un terme... c'est pas dans ce sens-là. Non, mais si, parce que des patients le disent, ils disent, mais moi, je n'ai pas besoin d'être éduqué. Basta. Et puis, je ne vais pas aller à un truc où on va m'éduquer. Oui, moi, j'aime pas le terme éduqué dans le sens où ça vous allez faire ceci, cela, comme ceci, comme cela. En fait, c'est tout ce que vous avez dit. Là, ce sujet est très magnifiquement exprimé. Et la seule chose, c'est que c'est le concept d'éducation à l'origine. En fait, quand on éduque un enfant, on ne l'envoie pas à l'école pour l'éduquer. On est d'accord? Pourquoi ça s'appelle éducation nationale? J'en sais rien, moi. Mais éduquer un enfant, ça ne veut pas dire ni l'envoyer dans un parcours de soins. Enfin bon, on est d'accord. Donc éduquer, c'est accompagner, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire c'est accompagner à s'émanciper avec la maladie. Oui, je crois que la racine du mot, c'est éduquer, ça veut dire prendre soin d'eux. En fait, en général, je crois que ça vient de là. Vous voyez, mais bon, le concept de l'éducation thérapeutique du patient, c'est de l'accompagnement à s'émanciper avec... Ouais, on n'est pas là pour faire à votre place, on veut que ce soit vous qui fassiez les choses et que vous soyez vraiment acteur de votre prise en charge. Parce que du coup, sinon, ça marche moins bien. C'est comme l'activité physique. Si on vous dit de faire une activité physique parce qu'on vous a dit de le faire, vous allez le faire une fois, 2 fois. Si ça ne vous plaît pas, vous n'allez pas y retourner. Mais si vous trouvez quelque chose qui vous plaît, vous allez y retourner régulièrement. En fait, c'est ça. Et d'où aussi le concept du patient expert. C'est-à-dire que du coup, ça part de l'expérience ça travaille avec l'expérience des patients. On ne leur fait pas un cours sur leur maladie, on part de leur expérience, comme vous l'avez très bien dit, on part de ce qu'ils savent déjà, de ce qu'ils ont besoin, de ce qu'ils veulent ou pas. De ce qu'ils ont vécu de plein de choses, en fait. Vous, juste pour on a envie de savoir, fort de votre expérience, de ce que vous rencontrez des patients, qu'est-ce qui vous semble le plus urgent à faire, des témoignages que vous recueillez, etc. Ce qui vous a sauté, je dirais, un petit peu à la figure en vous disant « Mon Dieu, il y a vraiment un besoin là ». Je pense que tous les patients nous disent, quand ils viennent en groupe, en général, c'est ça, c'est qu'ils se sentent moins seuls. C'est l'isolement, je pense, que peut créer la maladie. Je pense que c'est ça le plus important de mettre en avant, nous, dans notre prise en charge. En tout cas, c'est vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul et que, en plus, c'est une maladie qui ne se voit pas, c'est compliqué. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, en général, dans cette prise en charge. Mais le fait de vous retrouver, en général, vous dites, c'est enlever un petit peu cet isolement face à la maladie, je pense. Je pense que c'est ça le plus... Vous évoquez la vie intime, c'est rarement évoqué. Alors mais nous, chez nous, c'est pas du tout tabou. Mais c'est très bien. Au contraire, on le dit à nos patients. Parce qu'en fait, nous, on joue beaucoup sur la qualité de vie, en fait. On s'est rendu compte, comme par rapport à l'activité physique, que c'est la qualité de vie qui primait pour vous, et c'est normal comme pour tout le monde, donc c'est ça le plus important, et on essaye de rassembler un petit peu tout ce qui va toucher à la qualité de vie, donc c'est la sexualité, ça en fait partie, et il y a des études qui ont montré que les rhumatismes avaient vraiment un impact sur la vie sexuelle et sur la vie intime. Et du coup, on a eu la chance d'avoir une sophrologue qui s'est formée et qui est sexologue maintenant, et on s'est dit, tiens, ça serait bien d'apporter ça en plus. Et on le fait en groupe, ça pouvait surprendre un petit peu au début, mais en fait on ne vous demande pas de parler de vous, voilà, pas du tout, mais par contre on apporte des solutions assez pratico-pratiques quand même sur la vie sexuelle, et on dit souvent aux patients, s'il y a un souci par rapport à ça, il ne faut pas hésiter à en parler à votre rhumatologue. Des fois il y a des effets secondaires de médicaments qui peuvent jouer aussi un rôle là-dessus sur la libido, on n'ose pas en parler, et nous on dit qu'il faut en parler au contraire, et que des fois ça peut débloquer aussi des situations. La douleur ? La douleur, du coup, on en parle aussi un petit peu avec la fatigue, parce qu'on associe tout ce qui est douleur et fatigue aussi. La douleur chronique, c'est usant physiquement, moralement, donc on en parle un petit peu en séance collective. Et on parle de l'intérêt de suivre les traitements. Enfin voilà, la douleur, on en parle un petit peu. Des questions, parce que vous pouvez en profiter. Malheureusement, la personne qui devait intervenir sur la douleur est malade, elle a le Covid. J'ai un train à prendre, par contre. Pardon ? On a un train à prendre. Ah oui, vous devez nous quitter ? J'ai encore 5 minutes. Une ou deux questions. Allez, rapidement, 1 ou 2 questions. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir quelle était la différence fondamentale entre les centres d'évaluation et d'accompagnement de la douleur. Moi, je viens d'être adressée là, en algologie, au centre, et l'ETP.
Parce que de ce que vous en dites, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des ressemblances. En même temps, je me suis sentie pas très accueillie dans ce centre, donc voilà, ça me questionne. L'algologie, c'est des centres un petit peu différents. Je ne pense pas qu'ils dispensent de l'éducation thérapeutique, c'est plus de la prise en charge globale au niveau de la douleur, où en général, on vous apprend un petit peu la physiopathologie de la douleur et on vous propose d'autres prises en charge. Ça peut être, je ne sais pas ce qu'il y a comme médecine alternative autour. Mais nous, dans la prise en charge de la spondylarthrite, en tout cas, on est plus axé éducation thérapeutique. Après, si les traitements ne sont pas efficaces, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. On peut vous adresser en algologie, mais ce n'est pas la première chose qu'on fait d'emblée. Très bien. On va vous... Il ne faut pas que vous ratiez. Plus de questions? Elle avait dit 2. Si on a une dernière, on peut la prendre? Non, c'est bon? C'est bon. Eh bien, on vous applaudit. Ok, merci. Merci beaucoup.